On parle de plus en plus de la mortalité maternelle ici en République démocratique du Congo. Alors, ce constat n'est pas fait seulement par nous qui sommes ici au Congo, mais aussi le constat est fait par les compatriotes de la diaspora. Alors, au cours de cette émission, mesdames et messieurs, vous allez écouter les docteurs que nous avons consultés. Plusieurs médecins nous ont parlé, en tout cas, des causes, des conséquences et même de la prévention contre cette tragédie, ces phénomènes que nous sommes en train de vivre chaque jour ici, c'est-à-dire les femmes qui décèdent lors de leur accouchement. Alors, tout de suite, vous allez retrouver d'abord une question qui nous est posée par Monsieur Augustin Ayimba, qui est congolais de la diaspora, correspondant de notre chaîne GN Fondement Télévision en direct de la Suisse. Alors, restez branchés et il faut que vous puissiez vous abonner sur notre chaîne GN Fondement Télévision, la chaîne du développement, la chaîne du social. Alors, Gloire Nak est derrière la caméra pour la réalisation de cette émission. Tout de suite, allons-y déjà du côté de la Suisse et suivons la question de M. Augustin Ayimba. Et nous allons retourner. Je salue tous nos téléspectateurs, tous nos internautes de tout cœur. Merci d'être abonnés dans cette chaîne qui est la GN Fondement TV. Et si je me présente devant vous aujourd'hui, c'est simplement parce que la diaspora congolaise a constaté de plus en plus de cas de décès de nos compatriotes congolaises, soit pendant l'accouchement, soit après l'accouchement, soit pendant l'opération de césarienne, soit c'est l'enfant qui meurt, soit c'est la maman qui décède gratuitement. Et de ce fait, nous sommes dit, nous allons constater Gaspard Ndongala, notre directeur de GN Fondement TV à Kinshasa, qu'il puisse trouver des médecins afin qu'il nous explique, en tant que médecin, pourquoi nos mamans décèdent gratuitement. Il y a de plus en plus de cas de décès pendant l'accouchement, après l'accouchement, des infections, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des infiltrations des charlatans dans ce métier? Est-ce qu'il y a incompétence des sages-femmes? Est-ce qu'il y a l'État qui n'arrive pas à cadrer sérieusement ces phénomènes? La question, Gaspard, trouvez-nous des médecins qui nous expliquent et qui ont la formation dans ces domaines, qui nous expliquent un peu pourquoi nos compatriotes décèdent si gratuitement. Merci, c'était Augustin Ayimba, correspondant de GN Fondement TV depuis la Suisse. Merci pour votre question, Monsieur Augustin Ayimba, éducateur social. Alors, directement, nous allons prendre les différents médecins que nous avons consultés pour qu'ils puissent donner leur version des faits. Le docteur Désiré Bombile, que vous allez découvrir tout à l'heure, le docteur Sadji Mavungu, vous allez aussi les découvrir, ainsi que le docteur Yves Bassele. Voilà, vous allez retrouver les trois médecins qui vont nous dire clairement les causes de mortalité maternelle et puis vous allez tous tirer les leçons par rapport à ça. Merci. Suivons déjà le docteur Désiré Bombile. Bonjour, M. Gaspard Ndongala. Oui, le constat est vrai. Le constat est vrai et puis vérifiable de voir que la femme qui apporte la vie perd sa vie. C'est un constat que nous avons eu à constater. Moi, personnellement, dans mon entourage, j'ai perdu plusieurs amis comme ça. Il y a une amie journaliste avec qui on faisait des émissions qui a perdu sa vie comme ça pendant l'accouchement. Il y a une autre sœur qui avait connu des problèmes de stérilité secondaire. Ça y est, il n'avait que 2 enfants. Elle recherchait le 3e, 4e, ça ne venait pas. Et il est venu se faire consulter chez nous. On l'avait suivi et Dieu a fait grâce. Elle a pu trouver sa grossesse. Curieusement, le 30 juin de l'année passée,
on m'apprenait qu'elle était partie accoucher quelque part et nous a quittés. Et notre ami aussi, très récemment aussi, il vient de nous quitter dans de quelles conditions. Mon collaborateur Trésor ici vient aussi de perdre sa femme pendant l'accouchement et la femme est partie. Donc, ce sont des choses qui sont courantes et puis très manifestes et ça porte inquiétude. Comme notre ami vient de nous interpeller, nous demander pourquoi cela et nous allons essayer de trouver, de montrer des causes et puis voir aussi comment cela peut changer. Voilà, merci beaucoup. Au fait, la période où la femme est en grossesse, c'est une période très délicate. C'est une période qui demande beaucoup de soins et de suivi. Moi, personnellement, j'ai écrit un livre. Le titre, c'est « Les soins de mon enfant ». Alors, par ce livre-là, « Les soins de mon enfant », j'ai parlé, dans le livre, j'ai pris toute une grande partie où j'ai parlé de la femme en grossesse depuis les premiers jours qu'elle est consciente qu'elle est grosse, comment elle doit se comporter, toute cette durée-là de la grossesse jusqu'à ce qu'elle va enfanter. Alors, j'ai expliqué ce qu'elle doit manger, ce qu'elle doit éviter, ce qu'elle doit éviter comme carence, ce qu'elle doit éviter à manger, ce qu'elle doit nécessairement manger, et des problèmes de maladies qui interviennent pendant la période de grossesse, comment elle peut la gérer de manière à ce qu'elle puisse se descendre dans les bons. Les livres existent déjà. Alors, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je voulais aussi répondre à ces désirata qui est aussi parmi des problèmes qui nous ont préoccupés tous. Moi, quand je dis que j'ai été touché par mes proches, et j'ai été touché par la mort de mes proches, par les problèmes en question, je ne peux pas rester indifférent. Je devais réfléchir là-dessus pour trouver toujours des voies de cause. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a au juste comme problème? Les pourcentages se répartissent selon les cas. Alors, je commence par le premier cas qui part de la mauvaise orientation pendant la période qu'on appelle la consultation prénatale. Une femme qui a la grossesse doit être suivie, non seulement par des sages-femmes, mais beaucoup plus suivie par des médecins dans les cas précis des gynécologues. C'est-à-dire quoi? Il y a des grossesses déjà à problème. Dès le début, il y a déjà des problèmes avec la grossesse. Il y a des personnes comme ça. Déjà, on trouve que la grossesse n'évolue pas bien. Ou simplement la grossesse évolue bien, mais il y a des anomalies du côté de la maman. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la suivre d'une manière un peu sérieuse. Curieusement, il y a des femmes qui sont négligentes. Elles ne répondent pas au rendez-vous des consultations prénatales, d'une part. Elles ne veillent pas à ce qu'elles mangent. Elles ne veillent pas à leurs conditions hygiéniques. Elles ne veillent pas à l'environnement. Toutes ces choses-là entrent en jeu. Il y a l'aspect environnemental. Le climat dans lequel la femme est en train d'évoluer. Elle est dans quel climat avec l'entourage? Peut-être le mari, le père de l'enfant, si je peux dire comme ça, pour ne pas parler seulement du mari, mais le père de l'enfant. Comment elle entretient les liens, la relation avec sa femme? Parce que c'est un problème qui est d'abord lié à la psychologie. La femme qui est grosse présente beaucoup de caprices. Il y a beaucoup d'exigences par rapport à la grossesse. Il y a des grossesses capricieuses où la femme exige certaines choses à manger. Il y a des fois des choses qu'elle doit avoir. Elle peut demander quelque chose, mais quand la chose arrive, elle ne veut plus. Des choses comme ça arrivent. Son environnement doit l'encadrer, doit l'aider, doit la supporter et doit l'accompagner. Il y a des cas aussi aujourd'hui, on voit par exemple une femme qui a eu la grossesse non désirée. Elle n'avait pas voulu, mais ça arrivait. Ou peut-être c'est comme on parle de l'accident de grossesse. Alors, cette période-là, beaucoup de filles, surtout des filles qui perdent leur vie comme ça, ils ont connu des traumatismes au début de leur grossesse. Ils ont connu des traumatismes au début de leur grossesse parce que papa qui va dire que non, tu m'as déshonoré, maman qui va dire tu m'as déshonoré,
l'église va la chasser, l'église va l'excommunier. Alors, il n'y a pas vraiment un accompagnement psychologique pendant cette période de grossesse. Et ça peut affecter même la croissance de l'enfant et déranger certaines choses dans les tableaux. Du point de vue psychologique, la femme doit être accompagnée. Alors, bien qu'elle a peut-être fait une erreur, elle a fait une erreur en se laissant engrosser, pas dans les normes, mais quand tout le monde l'abandonne, tout le monde parle de mal, tout le monde l'accule, ça peut déranger psychologiquement et même l'évolution de l'enfant peut d'abord commencer à avoir des problèmes. Donc, parce que tout le monde va dire que non, elle nous a déshonorés, elle a fait ceci, elle a fait cela, l'église l'a rejeté, la famille l'a rejeté, et peut-être les maris aussi nient la grossesse, ou un peu. Toutes ces choses-là jouent et influencent négativement sur l'aspect de la santé de la femme. Parce que quand déjà on est psychologiquement dérangé, on trouve peut-être des voies de sortie pour chercher à enlever la grossesse. On cherche des voies d'avortement. On peut prendre des pilules et des médicaments comme ça, mais il y a des médicaments, des grossesses qui résistent. Pendant qu'on cherche à avorter, la grossesse ne sort pas. Alors la personne maintenant a causé déjà une anomalie en prenant des médicaments. Et même si elle n'avorte pas aujourd'hui, mais demain, ça peut lui causer du tort. Parce que déjà, il y a une menace avec les produits qu'elle a pris pour chercher à avorter. C'est un autre aspect important qu'il faut noter, lié directement à sa psychologie et les menaces d'avortement liées aux prises de certains produits. Un autre élément important aussi, j'ai parlé de la mauvaise habitude alimentaire. Il y a des fois, les contrôles de ce qu'on mange, on ne contrôle pas. On prend trop de caféine, on prend de l'alcool, on prend de la bière, on prend de la cigarette et d'autres aliments trop riches en graisse, trop riches en sucre, qui peuvent aussi désorienter et compliquer l'évolution de l'enfant dans la grossesse, dans le ventre de sa maman. Donc, une mauvaise habitude alimentaire peut aussi influencer négativement la croissance de la grossesse et compliquer lors de l'accouchement la maternité. Peut-être aussi, la maman avait tellement consommé des aliments trop riches en graisse, au moment d'accouchement, l'enfant était tellement gros, on a cherché des voies de césarienne, maman va partir. Ou simplement pendant qu'elle est en train de forcer pour libérer l'enfant, tellement que l'enfant était tellement gros parce qu'elle avait mal mangé, et peut aussi amener, l'enfant peut aussi amener sa maman et partir comme ça. Ce sont des cas qui sont aussi à prendre en compte. Il y a un autre élément aussi important où on parle de la diabète gestationnelle. Pendant la grossesse, quand on fait la consultation prénatale, il est toujours important qu'on puisse contrôler d'une manière permanente les signes vitaux de la femme, que ce soit pour la tension artérielle, que ce soit pour les sucres, et ce sont des choses qui doivent être toujours prises en compte et contrôlées. Curieusement, il y a des femmes qui ont eu à avoir le diabète pendant la grossesse, qu'on appelle diabète gestationnel, qui était mal encadré, parce que souvent ce sont des maladies qui n'ont pas trop de signes. Alors la personne peut aller accoucher et partir, on va découvrir que non, il avait déjà commencé à développer un diabète gestationnel. Quand déjà maman commence à présenter certains problèmes de santé, il est toujours indispensable que la prise en charge soit correcte et d'une manière suivie, de manière à ce qu'on puisse apporter un soutien adéquat à la femme. Mais quand ce sont des choses qui ne sont pas prises en compte, soit de part de la prise en charge n'est pas adéquate, ou simplement la personne elle-même néglige les traitements qu'on lui donne. Par exemple, il y a peut-être des produits qu'on peut prescrire. Achète ça, achète ça. Le médecin s'arrête là. Ce n'est pas le médecin qui va t'acheter les médicaments et commencer à te donner. Tu es responsable de toi-même. Il y a des femmes comme ça, elle achète des médicaments, elle arrive à la maison, elle ne prend pas. Vous comprenez? Elle néglige. Ah, j'aime ça, c'est ma bien. Ah, il n'y a pas un problème. Ils sont des femmes capricieuses pour prendre même les médicaments. Et ces choses-là peuvent amener aussi à des complications qui peuvent amener aussi à la mort. À part le diabète, il y a aussi la tension. Parmi des cas de décès élevés aujourd'hui, la tension prend au moins une affaire de 18 à 20% des personnes qui meurent
soit pendant la grossesse, soit après l'accouchement, ou pendant l'accouchement. La tension artérielle, quand elle monte trop, ça peut amener au coma, ça peut amener dans des convulsions et ça peut même compliquer la grossesse, voire aussi tuer l'enfant ou peut-être la mère. Donc, ce sont des cas que nous retrouvons également. Là, il y a un dernier point très important que je vais aussi épingler, qui est le point de l'anémie. L'anémie, il y a beaucoup de femmes qui meurent parce qu'ils ont fait des hémorragies pendant l'accouchement. Alors, elle a fait l'hémorragie pendant l'accouchement et le temps qu'on cherchait à transfuser, et on perd la personne. Parce que c'est 20% des femmes qui meurent pendant l'accouchement, ce sont des cas de femmes qui ont eu à avoir des hémorragies pendant l'accouchement. La personne qui est suivie pendant la grossesse, on doit veiller d'une manière sérieuse à son alimentation. La femme, pendant la grossesse, doit consommer beaucoup d'aliments riches en fer parce que ça permet à cette femme d'avoir une grande quantité de fer dans son corps. Et ce fer-là permettra à ce qu'elle ne puisse pas manquer du sang. Nous avons les épinards, nous avons l'avoine, qu'on appelle communément quaker, nous avons les œufs, nous avons les viandes qui sont censées être prises en compte pendant la période de grossesse. Nous avons les vitamines B12. Ce sont des vitamines riches qui nous permettent aussi de positionner le sang et aussi donner la force à la maman. Nous avons les aliments riches en calcium parce que l'enfant qui développe dans le ventre de sa maman a besoin de former ses os. Et pour former ses os, l'enfant doit recourir au calcium de sa maman. Et quand maman n'a pas une quantité suffisante de calcium, au moment de l'accouchement, elle sera trop faible parce que l'enfant aura tout pris. Et quand maman sera faible, elle ne saura pas pousser l'enfant, elle ne saura pas tenir le coup et comme ça, elle peut partir facilement pendant qu'elle est en train de donner vie. Donc, au moment, quand vous avez une grossesse à risque ou à haut risque et vous remarquez que votre santé est menacée pendant la grossesse, prenez au sérieux les traitements. Prenez au sérieux les traitements, suivez les traitements comme il faut pour que vous puissiez accoucher dans de bonnes conditions. Bonjour, Papa Gaspard. En fait, moi, c'est Dr Sadju Mavungu. Je suis donc médecin congolais. Merci. C'est un sujet tellement intéressant que je vous en remercie d'ailleurs de pouvoir venir pour qu'on puisse aborder un peu ces sujets. C'est vrai, ces derniers temps, on a pu constater des décès materno-fétals, c'est-à-dire liés à l'accouchement. Et vous savez, lorsque Dieu a créé une femme, bien sûr qu'il a dit que la femme va accoucher dans la douleur, mais cela ne veut pas dire que la femme doit mourir pendant l'accouchement. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de constater. Mais il y a aussi un principe aujourd'hui dans le monde médical qui dit qu'aucune femme ne peut perdre la vie en donnant la vie. Voyez-vous? Et s'il faut essayer de parcourir les causes sont multiples. Il y a tellement de causes sur ce point-là. D'abord, vous devez savoir que quand une femme est enceinte, elle est grosse, donc toute cette période-là de la grossesse, il s'avère que la grossesse parfois a plusieurs complications qui peuvent survenir tout au long de la grossesse. Et toutes ces complications-là qui peuvent survenir doivent normalement être prises en charge dans une très bonne structure médicale et puis chez un médecin déjà expérimenté. Bon, déjà à la foulée, si déjà une femme qui est soit primigeste ou bien multigeste, c'est-à-dire qui a plusieurs fois accouché ou bien c'est pour sa première fois d'accoucher, n'est pas bien suivie et n'est pas bien prise en charge pendant cette grossesse-là, cela peut entraîner des multiples complications et ces complications-là vont entraîner la mort pendant l'accouchement, soit d'elle-même, la maman, c'est-à-dire la gestante elle-même, ou soit de l'enfant qui va venir au monde. Mais dans cela, il y a aussi plusieurs pathologies, peut-être que nous allons citer,
qui constituent également ces causes-là de décès. Ici, par exemple, dans notre pays, je dois dire qu'il y a quand même des structures médicales qui sont très bien installées et avec les réformes de l'OMS, il y a quand même des structures médicales qui sont très bien stables, mais beaucoup plus le problème, c'est souvent au niveau des femmes eux-mêmes. Parce que normalement, lorsqu'une femme est enceinte, il est recommandé que cette femme-là puisse commencer la CPN, ce qu'on appelle la consultation prénatale, déjà à partir du 4e mois de la grossesse. Cela permettra enfin que pendant au moins 5 mois, parce qu'à partir du 4e mois, c'est ce qu'on appelle la période de viabilité d'une grossesse. Et c'est à partir de ce moment-là que la femme est obligée donc de pouvoir suivre sa CPN, suivie par un bon médecin, et jusqu'à la fin de la grossesse. Au cours de cette CPN, il y aura donc quelques examens, notamment les examens des routines, c'est-à-dire un bilan hématologique où on va vérifier donc, le pourcentage du sang. Il y a le bilan où on vérifiera également les urines pour voir s'il y a des infections ou pas qui peuvent mettre la vie de la femme, plutôt du grossesse, en danger. Et il y a plusieurs examens, notamment également les examens de l'imagerie médicale, comme l'échographie. Alors, cela permettra à ce que le médecin puisse suivre bien la grossesse. Mais le médecin ne vont pas pour chercher des femmes. Ce sont elles plutôt qui viennent vers le médecin afin de pouvoir être suivies. Donc, si la femme prend du retard ou si elle ne vient qu'à la fin pour être suivie, c'est ce qui est souvent à la base de tous ces problèmes. Bon, je crois que chaque personne a le droit de dire ce qu'il veut, mais c'est ce qui est vrai. Je ne me dédouane pas de notre responsabilité. Il y a, bien entendu, comme je viens de le dire tantôt, il y a des structures qui sont bien installées et expérimentées en cette matière. C'est au malade, à la femme, à la gestante elle-même, de choisir la structure où elle sait qu'il y a quand même des corps médicaux expérimentés, comme vous le dites là, des femmes sages. Femmes sages, cela ne veut pas dire simplement une femme qui fait accoucher. Ça peut être aussi un homme, mais on les appelle toujours des femmes sages, qui ont des femmes sages expérimentées, mais aussi un médecin, parce qu'il n'y a pas que des sages-femmes. C'est ça, maintenant, le problème, c'est que nous avons dans notre pays, c'est que n'importe quelle structure sanitaire peut alors avoir une maternité. Même un petit centre de santé a une maternité où il n'y a même pas un médecin, où il n'y a même pas une femme sage expérimentée. Donc, moi, je crois qu'il y a de très bonnes structures avec des très bons personnels qui peuvent bien suivre donc, la santé de la femme. C'est à la femme alors de faire le choix. Parce que lorsque vous allez dans une structure où il n'y a pas de gens compétents, comme je viens de le dire, vous risquerez donc d'avoir des problèmes. Mais quand vous êtes dans une structure où il y a de la compétence, où il y a de l'expérience, je crois que ces problèmes peuvent être évités, surtout si déjà la CPN a été bien suivie depuis le commencement. Oui, vous avez raison. Vous savez, aujourd'hui, l'automédication est interdite. Ce n'est pas seulement pour les femmes enceintes, mais pour toute personne. Quand vous êtes malade, vous êtes appelé donc à aller voir un médecin pour qu'il puisse vous examiner. Voyez-vous? Et quand vous voyez un médecin, il n'y a que le médecin qui connaît de quoi vous êtes en train de souffrir et de quelle prise en charge, de quel traitement qu'il vous faut afin que vous puissiez vous rétablir rapidement. Si c'est comme ça pour un homme normal, c'est aussi pareil pour les femmes enceintes qui, dans cette période qui est donc une période de risque. Donc, vous allez comprendre que d'abord, quand quelqu'un prend une femme prend le médicament, elle-même, elle ne sait pas qu'il y a des médicaments qui ont donc des effets qu'on appelle tératogènes, c'est-à-dire des effets abortifs qui peuvent causer les avortements, mais aussi, il y a aussi des médicaments qui ont des effets qui peuvent créer donc des problèmes qu'on appelle des malformations congénitales. Mais aussi, il y a certains médicaments aussi qui peuvent entraîner la mort. Par exemple, quand vous prenez un médicament qui peut plutôt provoquer les saignements, l'hémorragie, voyez-vous, et que vous êtes déjà presque à terme, cette hémorragie
peut vous amener facilement à la mort. Donc, vous avez raison quand vous dites ça. Donc, je crois qu'une automédication pour une femme enceinte n'est pas du tout autorisée. Avant de parler de que faire, il faudra plutôt d'abord relever préalablement quelques causes qui peuvent causer cela. Je viens de vous citer les hémorragies pendant l'accouchement. Il y a des hémorragies qui surviennent avant l'accouchement, pendant l'accouchement, tout comme après l'accouchement. Ces hémorragies-là, déjà, on dit aux femmes enceintes, lorsque vous êtes à terme, ou même si vous n'êtes pas à terme, et que vous voyez que vous êtes enceinte et que vous avez des hémorragies, des saignements dans la voie vaginale, il faudra aller rapidement dans une structure sanitaire bien organisée pour qu'on puisse vous prendre en charge. Donc, si vous prenez le retard d'aller donc dans cette structure, vous mettez déjà votre vie en danger. Déjà, vous le savez déjà, une femme enceinte partage son sang avec le bébé. Donc, quand elle perd le sang, en même temps, elle met sa vie en danger, mais aussi, il met aussi la vie de son bébé en danger. Donc, l'hémorragie, il faut vraiment l'éviter. La responsabilité est au niveau de la femme enceinte elle-même, c'est-à-dire dès qu'elle le détecte bien avant, elle doit aussi courir, aller à l'hôpital au lieu de prendre des médicaments. Mais la responsabilité aussi, ça revient aussi au corps médical qui la reçoit, c'est que dès lors qu'on voit une femme enceinte avec l'hémorragie, on doit rapidement les prendre en charge afin de pouvoir éviter cela. À part ça, il y a aussi certaines pathologies, par exemple la préclampsie, une pathologie qui est caractérisée à une triade. Il y a 3 signes également. Donc, dans ces 3 signes, il y a l'hypertension artérielle, il y a les œdèmes qui peut être anasarque, c'est-à-dire les œdèmes qui peut commencer au niveau du visage jusqu'au niveau du pied, mais il y a aussi une albuminurie qui doit être nécessairement détectée dans un milieu hospitalier par un examen paraclinique. Donc vous voyez, maintenant c'est recommandé à une femme lorsque elle est enceinte et qu'elle a ces signes-là, elle a un peu de vertige, des yeux flous, et que des membres inférieurs qui gonflent, le visage qui gonfle. Il est demandé à cette femme-là de courir dans un hôpital proche, dans une structure sanitaire très proche, afin qu'on puisse le prendre en charge pour qu'on puisse éviter cette préclampsie qui peut évoluer à une éclampsie. Et lorsque ça arrive à une éclampsie, il y a maintenant ajoute des signes, il y a des convulsions et il y a aussi des comas et cela cause de sérieux problèmes de décès. S'il faut éviter la mortalité maternelle, je crois que la responsabilité doit être partagée, entre autres. D'abord, je commence par notre État. Donc, le gouvernement doit mettre en place des structures sanitaires adéquates qui permettent à ce que les femmes enceintes qui arrivent pour accoucher puissent être très bien prises en charge, ainsi donc éviter des mortalités maternelle. Mais aussi, même il y a des structures, mais il faut que ces structures-là soient équipées. Parce que parfois, nous sommes butés à un problème, vous avez de la compétence, mais vous n'avez pas assez de l'équipement pour prendre en charge. Donc l'État doit jouer un très grand rôle à ce stade-là. Mais une autre responsabilité revient aussi à nous, corps médical, médecins, infirmiers ou femmes sages, c'est que nous devons aussi se mettre à niveau à chaque fois. Aujourd'hui, il y a des formations. Il ne faut pas toujours rester camponné à nos anciens syllabus. Il y a des formations de recyclage qui permettent à ce qu'on puisse être au niveau et prendre à charge et à l'heure donc nos patientes ou bien nos gestantes qui arrivent pour l'accouchement. Mais aussi aux femmes elles-mêmes. C'est que quand vous êtes enceinte et que vous remarquez quelques signes que je viens d'énumérer tantôt, donc par exemple des vomissements à répétition et puis en grande quantité, vous remarquez des bouffissures de la face, c'est-à-dire gonflement du visage et gonflement des pieds ou des membres supérieurs, c'est-à-dire les bras, vous remarquez les yeux flous, vous remarquez un peu de douleurs au niveau de l'épigastre, c'est-à-dire au niveau de la poitrine, des douleurs en barre, vous remarquez des saignements, vous remarquez qu'il y a de l'eau qui coule dans la voie vaginale, il faut se précipiter
aller rapidement à l'hôpital, éviter des automédications. Cela permettra de pouvoir éviter des causes de mortalité. Bonjour, le grand journaliste Gaspard. Les décès maternels existent. Il y a, monsieur le journaliste, plusieurs causes que je peux relater. Parce que souvent, c'est l'ignorance qui tue la population. Et ce sont ces causes-là qui sont à la base des décès maternels. Et permettez-moi de citer certaines causes. Je commence par, d'abord, à l'âge pendant la grossesse. Parce que le décès maternel, c'est dès la conception jusqu'à, je peux dire même jusqu'à 45 jours en postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. Cette période, même la femme, si la femme accouche, même avant l'accouchement, elle peut accoucher pendant l'accouchement ou après l'accouchement. Son décès est appelé décès maternel. C'est ça le décès maternel. Alors, je vais commencer par palier. Le premier palier, je commence par la CPN. La femme qui conçoit la grossesse, est-ce que pendant la période de la grossesse, elle a bien suivi sa CPN? Est-ce que la CPN est respectée régulièrement? Parce que la CPN, c'est la consultation prénatale. Est-ce que la CPN, il y a certaines femmes qui nous arrivent à la CPN, qui nous arrivent plutôt à la salle d'accouchement. Si vous regardez la carte de la CPN, elle a suivi la CPN qu'une seule fois. Elle a suivi la CPN qu'une seule fois. Donc, le non-respect des rendez-vous de CPN. De deux, si la femme suit la CPN correctement, il y a d'autres femmes qui évitent certains éléments très importants pendant la CPN. Certains actes très importants que les médecins peuvent peut-être poser pendant la CPN. Tu peux constater, par exemple, je prends un exemple, une femme qui vient à la CPN, je dois faire peut-être le toucher vaginal. Pour constater, remarquer, peut-être il peut y avoir des pertes blanches abondantes, ainsi de suite. À travers ces pertes blanches, je m'orienterai que la présence peut-être d'une infection pour éviter qu'il y ait des problèmes à la langue et prendre en charge cette femme d'une manière normale. Mais si tu exiges, par exemple, le toucher vaginal, la femme dit non, je n'aime pas de toucher. C'est un acte normal. Or, pendant la CPN, il est recommandé au médecin de faire des touchés pour évaluer si la femme est infectée par rapport, ainsi de suite. Alors, deuxième chose, comme je disais pendant la CPN aussi, on observe aussi l'évolution, non seulement l'évolution de l'enfant et de la maman. Et les deux évolutions sont confirmées par l'échographie. Surtout l'échographie pour voir comment évolue l'enfant et est-ce que cet enfant évolue d'une place comme il faut. Est-ce que c'est un faux clair, un œuf clair ou ainsi de suite. Alors, on exige l'échographie. La femme peut faire, je ne sais pas, 9 mois sans réaliser l'échographie. Et te dit, moi j'accouche toujours comme ça. J'accouche comme ça. L'échographie, là, ce sont des dépenses inutiles. Or, c'est pendant l'échographie qu'on peut déceler certaines difficultés ou certains problèmes. Or, ça, c'est avant l'accouchement. Pendant l'accouchement, je vais relater aussi deux choses. La première, c'est l'équipement de la structure qui accueille la femme. Une femme qui vient accoucher, vous observez que vous êtes limité dans certaines choses. Entre autres, vous n'avez pas la banque du sang, vous n'avez pas l'unité du sang, il n'y a pas de conditions favorables. La femme, après l'accouchement, tout est possible que la femme puisse saigner, faire une hémorragie importante pendant l'accouchement. Et cette hémorragie, ou même après l'accouchement. Alors, il faudrait maintenant que l'hôpital soit en mesure de répondre favorablement aux besoins de la femme, prendre la femme en charge. Une femme qui a beaucoup saigné après l'accouchement ou pendant l'accouchement, il faudrait la transfuser. Et en attendant d'aller chercher l'unité du sang, vous n'avez pas, le laboratoire n'est pas permanent, il faut faire les examens, peut-être hématocrite pendant la nuit, par exemple, il faut faire cet examen pour détecter est-ce que la femme a un problème d'anémie pour le moment par rapport à la quantité éliminée et recommander l'unité du sang d'urgence pour résoudre les problèmes de la femme là. Alors c'est ça un gros problème. La femme, comme il n'y a pas de sang, elle peut décéder. Autre chose, comme je disais pendant l'accouchement, ça c'est l'équipement de l'hôpital qui accueille la femme. Autre chose aussi, c'est la femme elle-même. On dit, madame, voici
tu es venu à l'hôpital, voici les conditions, comment il faut faire. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut respecter les principes qu'on va te dire. Mais il y a des femmes trop exigeantes, il y a des femmes qui ne sont pas collaborantes, qui arrivent à l'hôpital, font comme elles veulent. Donc tu dis, maman, ne bougez pas, on doit te donner ça, ne faites pas ça. Elle n'est pas collaborante et par conséquent, exemple, je donne un exemple typique, une femme qui accouche, on doit faire la délivrance, après l'expulsion de l'enfant, on doit faire la délivrance placentaire. On doit enlever le placenta, faire sortir le placenta qui se trouve avec ses annexes à l'intérieur. Mais si vous faites ça, il y a des femmes qui ne sont pas collaborantes, disent non, ça fait mal, ça fait mal. Même si tu as fait la délivrance placentaire, mais il faut faire sortir aussi les débris qui se trouvent à l'intérieur parce que ça fait saigner la femme. Hein, les débris là qui se trouvent à l'intérieur, ça fait saigner la femme. Elle dit non, non, il ne faut pas faire entrer votre main là-bas parce que ça fait mal et n'est pas collaborante. Ou même s'il y a une déchirure du col, on doit la suturer, mais la femme n'est pas collaborante, on la laisse comme ça. En fait, toute femme, toute personne qu'on les laisse dans les milieux hospitaliers pour exercer, ce sont des personnes qualifiées. À ce que je sache. Qu'il soit médecin, infirmier, sage-femme, il est qualifié. Il a suivi une formation, soit professionnelle, reconnue. Alors, cette femme, si elle arrive peut-être à la compétence, ça sont des cas particuliers. L'incompétence aussi existe. Une femme qui manifeste plutôt son incompétence sur le terrain, incapable de prendre en charge la parturiente qui est venue à la salle d'accouchement pour accoucher. Ça, ce sont des cas isolés. Ce sont des cas isolés. Pour éviter la mortalité maternelle, il y a plusieurs raisons. Les femmes qui sont en train de me suivre avec vos maris, s'il vous plaît, ce n'est pas pour rien, nous avons un programme national de santé de la reproduction. Ce programme est mis en place pour faire le suivi, qu'il n'y ait pas de cas de décès maternel. Surtout ça comme objectif primordial. Et deuxième, que l'accouchement ou les grossesses soient des grossesses programmées. Qu'on dit la planification familiale existe. Hein, qu'on doit savoir que non, telle année, après 2 ans, 3 ans, comme est recommandé, on aura peut-être, la femme tombera enceinte ou on va peut-être avoir un nouveau enfant. Alors tout ça, ce sont les choses qu'on a mis en place dans un programme national de la santé de reproduction. Alors, s'il vous plaît, je vous conseillerais, papa, maman, si ta femme est enceinte, la première des choses, honorer ce que nous appelons le rendez-vous de CPN. Il ne faut pas minimiser de CPN. Deuxième des choses, si les médecins ou personnel soignant te donnent les bons de laboratoire, il faut bien les faire. Il faut faire les laboratoires. Il faut réaliser les bilans qu'on vous demande, les examens qu'on vous demande, et il faut aussi réaliser l'échographie. Ça, c'est très important. Et pendant l'accouchement, madame, il faut être collaborante. Il faut être collaborante pendant l'accouchement. Parce que tu peux peut-être subir une conséquence quelconque, mais les médecins ou les infirmiers te disent on doit réparer ces problèmes. Là, tu exiges autre chose et ça cause des problèmes à la longue dans ton postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. Et il y a des suivis. On t'avait suturé, il faut revenir aussi honorer ce que nous appelons 1666. De ce qui veut dire 1 heure après l'accouchement, 6e heure après l'accouchement, 6e jour après l'accouchement et 6e semaine après l'accouchement, tu dois venir ou revenir à l'hôpital pour respecter et qu'on puisse t'évaluer afin d'éviter ce genre. Et le gouvernement aussi a une part de responsabilité, a sa part de responsabilité, de contrôler d'abord des structures actuelles, des hôpitaux, des centres de santé. Est-ce qu'elles sont capables, parce qu'il y a des maternités, chaque structure développe une maternité, chaque structure, chaque centre de santé, même si tu n'es pas compétent, chaque centre de santé aujourd'hui, il y a des maternités par-ci par-là. Est-ce qu'il y a des personnels qualifiés? Est-ce que ces personnels sont à mesure? Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc, en tout cas, nous les personnels aussi, je ne pense pas qu'il y a une négligence, mais il faut peut-être comprendre que toute femme qui arrive, c'est la considérer comme ma femme, la considérer comme ma petite soeur, comme ma mère, et cela nous permettra d'éviter ce genre de cas que le gouvernement entier est en train de combattre, ce que nous appelons décès maternel.
Merci beaucoup, docteur Désiré Bombile. Merci, docteur Sadji Mavungu. Merci à vous aussi, docteur Yves Bassele, pour vos interventions pertinentes. Merci aussi à vous tous, Congolais de la diaspora, vous qui vous intéressez de ce qui se passe dans notre pays, ici la République démocratique du Congo. Merci aussi à tous les internautes, à tous nos téléspectateurs qui nous font confiance. GN Fondement Télévision, toujours en avant. GN Fondement Télévision, toujours à la quête des questions sociales, mais aussi des initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Nos frères et sœurs de l'Est, nous sommes toujours de cœur avec vous. Dieu est au contrôle. Aucune portion, aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera pris par qui que ce soit. Le Congo restera un et la République démocratique du Congo restera une et indivisible. Donc, c'est cette République que nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants et à tous ceux qui viendront dans les générations futures. Restez branchés sur GN Fondement Télévision. Merci à mon réalisateur Gloire Nac qui était toujours à la réalisation, à la prise de vie et au montage de cette grande émission. Merci à ma future maman merveille Diakimuntu, mon cœur. Je t'aime beaucoup, maman. Merci beaucoup et restez branchés sur GN Fondement Télévision. Nous allons nous retrouver très prochainement.